Salut à tous, c'est la dernière de l'année de Gym Tonic, une année riche en bons résultats pour les Aiglons. Nous ferons le bilan de cette première partie de saison en compagnie de toute l'équipe du service des sports de Nice Matin. Et à mes côtés cette semaine, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonsoir à tous. William Bercé. Salut mon Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et Romain Laronche qui est avec nous, un plaisir toujours Romain. Salut Romain. Salut Mika. Au sommaire de cette émission, nous reviendrons bien sûr sur la réaction des Rouges et Noirs hier soir face à Lens, avec un focus sur le titulaire surprise de cette rencontre en défense centrale. C'est bien sûr Antoine Mendy. Evan Guessant, est-ce le 9 qu'il faut au gym? Ce sera notre pour-contre cette semaine. Nous décernerons également les tops et les flops de ces 17 premiers matchs. Et en fin d'émission, le souviens-toi de Romain, consacré à la place de Dauphin à la trêve de l'OGC Nice version 2002-2003. C'était il y a 21 ans déjà. Mais avant cela, donc, on démarre ce Gymto, le dernier de l'année 2023, donc par cette victoire 2-0 hier soir contre Lens. Will, un doublé de Mofi et une belle réaction après la claque infligée au Havre. Ouais, une très belle réaction face à une équipe quand même qui était solide, invaincue depuis 11 matchs en Ligue 1 depuis septembre. Donc c'était un beau morceau et le gym a fait un match pas plein, mais un bon match. Parce que même en première période, c'est 0-0, mais il y a des situations. Le Nice avait de l'allant, était plus agressif que son adversaire. Et en deuxième, ben voilà, la sortie de banc de Terem Mofi, qui n'avait pas plus que 20 minutes dans les jambes, ça a suffi. Un penalty, une tête, un éclair de génie de Jérémy Boga. Ce dont on attend de lui, on l'a enfin vu dans cette deuxième période où voilà, quand il est dans cette forme-là, il est inarrêtable. Et donc une très très belle victoire qui clôture cette deuxième place à la trêve. Magnifique. Léandra, pour une fois, 0-0 à la pause, mais on ne s'est pas ennuyé dans ce match. Non, c'est pas ennuyé. Et puis Dante parlait un petit peu de la fatigue mentale qui avait touché un peu le groupe. On n'a pas du tout vu ça hier. Moi, je trouve qu'il y avait vraiment de l'allant, des intentions. Enfin, c'était beau à voir. Et puis Nice a été récompensé, donc c'est une belle façon de finir l'année. On va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Lens, avec une domination au niveau des tirs, bien sûr, pour cette équipe de l'OGC Nice. 14 tirs, dont 5 cadrés. Alors, il y a eu un poteau, chacun, et c'est sur cela que je voulais t'interroger aussi, Romain. Il y a d'abord eu le poteau pour le Racing Club de Lens, sur ce coup franc de Pereira da Costa. Boulka, tout heureux de voir le ballon arriver sur lui. Cela prouve aussi qu'il y a eu une petite part de chance dans ce match, parce qu'à 1-0 pour Lens vers la 60e, c'était plus la même. Ah oui, c'est sûr, parce que Nice avait peut-être les meilleures opportunités, mais il ne se passait pas grand-chose non plus. Et il y a une part de réussite qui était importante. Si ce ballon il va au fond, ça change tout. Et la réussite qu'il a fui au Havre, hier soir, il a eu. Tant mieux pour le gym et Boulka. Ouais, et puis il y a eu un poteau quand même juste derrière pour cette équipe aussi de l'OGC Nice. Avant les deux buts de Mofi, on en était donc à un poteau partout. Mais globalement, je trouve que, Will, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, il y a eu un petit peu plus de variété dans le jeu sur ce match-là. Peut-être c'est l'adversaire aussi qui a fait ça, mais des Niçois. Je vais griller mon pour-contre. Aïe. Parce qu'il y a un joueur pour moi qui a amené cette variété-là, qui a été capable de jouer dans plusieurs registres. Qui, on verra plus tard. J'ai un peu dit dans le sommaire. Donc, je ne sais plus, je me rappelle si plus. Les gens ne pas, se rappellent plus ouais. non plus. Non, mais voilà, oui, c'est vrai qu'il y a eu plus de variété, il y a eu de la profondeur, il y a aussi du Jean Pivot, il y a eu de la construction, il y a eu des transitions rapides. Et oui, c'est d'ailleurs sur les transitions rapides que le Nice a fait très mal à Lens. C'est vrai que c'est un point positif, sachant en plus qu'il y avait quand même 9 absents, pas tous des titulaires, mais il y avait quand même des cadres. Si on regarde juste Todibo, Youssouf, Thuram, comme absent, c'est déjà beaucoup. Auquel tu rajoutes Diop, Buonanni, Attal suspendu. Enfin bon, ça fait du monde, effectivement, en moins dans cette équipe. La variété de jeu, c'est peut-être quelque chose que l'on attend dans cette deuxième partie de saison pour l'OGC Nice, Léandra? Moi, je pense que c'est l'objectif que s'est fixé Francesco Farioli. Le match a dû lui faire grand plaisir. Et puis, ça prouve aussi que Nice est capable de le faire. Donc après, il va falloir déjà trouver de la continuité malgré la CAN et les joueurs qui vont partir. Ça va être un premier défi. Et puis voilà, d'enchaîner dans le jeu, que les attaquants prennent confiance. La Mofi, je pense que ça lui a fait du bien, mais la Borde a besoin aussi d'un peu plus de confiance. Donc ça va être tout le défi. Ouais, le défi de cette année 2024 à venir pour les Aiglons. On va écouter la réaction du capitaine de l'OGC Nice, Dante, après cette victoire face à Lens devant la caméra de Philippe Bercy. On avait constaté un peu depuis le samedi qu'on avait une certaine fatigue, surtout mentale. Mais c'est une belle réponse par rapport à ces groupes qui a du caractère quand même. On a été dans ces matchs avec un esprit revanchard. Et puis on a sorti un gros match. Je pense que
malgré beaucoup d'absence, on a été très cohérent, on a débouché beaucoup d'énergie et on est très content de prendre ces 3 points-là que à la fin, c'est un concurrent direct, c'était un match de 6 points. Match à 6 points pour les Aiglons parce qu'on regardera le classement tout à l'heure, mais tu mets du monde derrière parce que tout le monde n'a pas gagné derrière, mis à part l'AS Monaco, tes poursuivants n'ont pas gagné hier soir. Ah oui, Marseille et Lens qui revenaient fort, tu as battu Lens, Marseille était accroché. Donc, et Lille également. Et Lille aussi, oui, au niveau comptable, très bonne affaire. Surtout Lille. Ouais. Ouais. Franchement, toi, c'est l'adversaire pour toi le plus dangereux dans cette deuxième partie de saison, Lille. Il y a Monaco, évidemment, qui sera... Mais Monaco est dans le top 3, donc... qui sera, ce sera l'adversaire premier pour le podium. Mais Lille aussi, c'est Lille qui a un fond de jeu, des éléments individuels qui peuvent faire des différences. Après, le reste... Lens, c'était vraiment l'équipe en forme. Ouais, l'équipe en forme, non, c'est vrai. Mais c'est faire mettre Lens à 9 points... franchement, c'est la très grosse perf avant la CAN. Ça permettra d'avoir des jokers à griller. Bon, on parlera tout à l'heure effectivement du bilan de cette première partie de saison et on verra ce qui peut se passer dans la deuxième en essayant de jouer peut-être les Madame Irma. Mais avant cela, on va passer donc au focus de cette semaine. Un focus consacré aux titulaires surprises, Will, quand on a vu la compo, on n'y croyait pas trop. C'est Antoine Mendy qui a remplacé donc au poste de défenseur central Jean-Claire Todibo qui était suspendu. Ouais, on n'y croyait pas trop, mais en fait, Francesco Farioli n'est pas le premier à lancer Antoine Mendy en défense centrale, puisque Didier Digard l'avait fait 38e journée dans une défense à 3 avec Dante, Rosario et Mendy. Et c'est une bonne idée. Ça s'est vu, le jeune il a été très sérieux, très appliqué, il a des jaillissements au bon moment, une faute un peu grossière qui amène le coup franc d'ailleurs de Pereira. Oui. Mais sinon, globalement, franchement, très belle surprise de ce jeune. Et encore une fois, ça montre au-delà du jeune Mendy l'état d'esprit de ce groupe, que ce soit des entrants, que ce soit des joueurs qui jouent peu et qui sont appelés à être titulaires à un moment donné. Franchement, ils répondent tous présents et c'est aussi la force de Francesco Farioli, de son staff, du club, qui en gardant un effectif plutôt resserré, a réussi à concerner tout le monde. Ça se voit sur l'enchaînement des résultats malgré les blessures et les absents. Alors on va regarder si ce bon match de Antoine Mendy se traduit dans ses statistiques pour cette rencontre face à Lens. 51 ballons touchés, 95% de passes réussies, 3 duels gagnés sur 4, c'est plutôt pas mal. 2 fautes, donc celle que tu as dit sur le coup franc de Pereira. Mais surtout, Léandra, c'est que ce Antoine Mendy-là, il avait joué 6 minutes cette saison seulement contre Toulouse en Ligue 1 parce que la plupart du temps, il avait été blessé. C'est ça qui est remarquable aussi peut-être. Et surtout de la part de Francesco Farioli, lui faire confiance. Oui, ça veut dire qu'à l'entraînement, il montre d'abord de belles choses, que ça travaille bien. Et puis oui, il faut être là, il faut assurer. Contre Lens, c'est pas n'importe quelle équipe du championnat. Moi, je l'ai trouvé vraiment très propre et surtout bien entouré. C'est ce que disait Will. Beaucoup de solidarité autour de lui. Un patron, Dante, pour le replacer un petit peu de temps en temps quand il partait un peu, entre guillemets, à l'abordage, parce qu'il allait chasser très haut, en fait. Il allait chasser haut. Mais à part cette petite faute qui aurait pu le faire douter, moi je trouve qu'il a vraiment été très propre. Ça montre aussi la qualité peut-être un peu du banc, parce qu'on a pu croire à un moment donné que ça serait un peu juste du côté des Niçois en défense en particulier. Là, il peut montrer que face à Lens, il y a du répondant. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu au stade, mais quand la compo elle est tombée, on s'est regardé, on s'est dit voilà, il y a Rosario qui a une valeur sûre. Pourquoi Claude Maurice était sur le banc? Voilà, c'est ça. Donc beaucoup d'interrogations. Todibo, Dante, c'est la force du gym. Bon, je pense qu'il voulait de la vitesse avec Mendy qui est sûrement plus rapide que Rosario. Mais c'était un pari fou, quoi. Le mec, il n'a pas titularisé une seule fois cette saison. 6 minutes. Tu le lances face à Lens. Et ça a marché, Est-ce que sur la durée, ça peut le faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, hier, ça a fonctionné. Tant mieux. Et puis Dante, 40 ans, l'habitude, qui a dû le rassurer. Voilà. On se pose aussi la question, parce que le dommage collatéral de cette titularisation d'Antoine Mendy, donc en défense centrale, Rosario en pointe basse du triangle, c'est Claude Maurice qui est resté sur le banc.
Dur peut-être pour Alexis Claude Maurice. Dur pour Alexis Claude Maurice, mais Romain fait une remarque, je trouve intéressante, pertinente, en soulignant le manque de vitesse qu'aurait pu avoir une charnière centrale Dante-Rosario. Et je pense aussi qu'en fait, Francesco Farioli n'a pas voulu se passer de Rosario en sentinelle. C'est ça. Parce qu'au Havre, il avait choisi de mettre Hicham Boudaoui en sentinelle. Ça n'a pas donné le résultat attendu. Et donc, je pense qu'il est revenu à un système avec Rosario qui pouvait se intercaler encore dans cette charnière. Donc, plus de stabilité. Et malheureusement, Claude Maurice en a fait les frais. Mais je pense que, vu la conf aussi avant, où il loue la conférence de presse. les qualités de Claude Maurice, c'est que c'est plutôt un choix par défaut. Vouloir à tout prix garder Rosario au milieu de terrain, apporter préjudice à Claude Maurice. Bon, en tous les cas, on va l'entendre. Francesco Farioli, justement, après cette rencontre face à Lens, sur la titularisation d'Antoine Mendy et sur son match. Sì, credo che dopo 7 mesi senza giocare Pour Antoine, après 7 mois sans jouer au titulaire, c'était pas facile ce soir, au niveau émotionnel, aussi du point de vue de la difficulté de l'adversaire. Et il a joué avec attention et avec intelligence. Trouver le rythme dans ce match n'était pas simple. Il a tout donné. Et s'il a fini avec des crampes aussi, c'est parce qu'il a donné vraiment un effort mental énorme. Son apport a été important. Je suis heureux pour lui, comme je suis heureux pour tous les garçons, que ce soit les titulaires ou les entrants, très satisfait. Che ha finito la partita e veramente soddisfatto. Voilà donc Francesco Farioli, satisfait de la titularisation d'Antoine Mendy. Bien joué coach, on peut s'incliner face à ce choix, puisque ce choix a fonctionné. Encore du crédit à mettre à l'actif de Francesco Farioli. C'est l'heure du pour-contre, on est parti. Un pour-contre que je t'ai un petit peu grillé, Will, tout à l'heure, puisqu'on va parler d'Evan Guessant, positionné en numéro 9 dans cette rencontre, avec Laborde d'abord à droite, puis Terren Moffi quand il est entré. Alors, est-ce que c'est le 9 qu'il faut à cette équipe de l'OGC Nice sur le reste de la saison? On se pose la question aujourd'hui et on va laisser la parole, évidemment, comme toujours, honneur aux dames. Allez, j'aurais quand même aimé entendre les arguments de Will avant, mais bon, c'est pas grave, je me lance. Moi, je suis comme ça. Moi. Faut se jeter dans le vide. Moi, je te mets dans le dur. Mais non, pour moi, il n'y a pas de doute. Il a fait un excellent match hier. Vraiment, il a apporté beaucoup de variété. Attends, excellent, je tempère un peu. Il n'a pas marqué ni rien. Et voilà, ça fait partie des arguments. Il n'a pas marqué. Et moi, je pense que le gym a besoin d'un attaquant qui marque. Je pense que c'est ce qui manque à Evan Guessant encore, d'être plus tueur. Moi, j'ai l'impression que parfois, il perd un peu les duels avec le gardien avant même de les avoir joués. Il manque encore un peu de confiance. Je me suis un petit peu penché sur les expected goals, un petit peu la data à la mode. Et il a un petit déficit de réalisme de ce côté-là. Donc je pense que c'est vraiment le cap qui doit passer. Pour moi, c'est plutôt un attaquant de complément, quelqu'un qui... Mais d'ailleurs, on le voit, Francesco Farioli lui fait confiance, lui donne du temps de jeu, 20 minutes par-ci, il a des titularisations. Mais je pense que voilà, il doit encore passer un cap, prendre un autre costume, peut-être se rendre compte aussi qu'il a les capacités. Il a que 22 ans. Et pour moi, c'est encore un peu tôt. Elle est forte. À toi, oui. Elle m'a fait toute la transition parce que exactement, elle a résumé toute la marge de progression de ce jeune joueur. 22 ans, et il manque d'efficacité devant le but. Mais l'efficacité, ça se gagne en enchaînant les matchs, en jouant. Et je trouve que ce garçon, dans le match d'hier contre Lens, il a joué toute la première mi-temps en pivot avec efficacité. Il a fait quelques petites fautes, mais c'est son excès d'engagement parce qu'il s'engage, il presse, il a joué avec ses copains, il a gardé des ballons, contrôle poitrine, je garde, je donne, je distribue. Et en deuxième mi-temps, appel en profondeur une fois, penalty, bonne passe dans l'espace, deuxième fois, ça amène le but. Il sait tout faire. Voilà. Alors, pas encore tout bien, mais il sait faire beaucoup de choses et je pense que c'est le meilleur de l'effectif en attaquant axial. Il est meilleur que Moffi dans le jeu en pivot, il est meilleur que Laborde dans le jeu en pivot, et il sait aussi être performant dans la profondeur. Donc pour moi, c'est le numéro 9 qu'il faut à l'OGC Nice. Les arguments sont bons, mon cher Romain. Pour départager nos deux amis, ça va être compliqué. Ouais, c'est pas évident, c'est vrai. Mais ça montre que Guessant a progressé, parce qu'en début de saison, on n'aurait pas imaginé qu'à la trêve, on parle de lui comme le potentiel titulaire de Nice. Après, la question que je me pose, c'est Nice, candidat à la Ligue des Champions, avec Guessant en 9 titulaires, est-ce que ça suffit? Guessant, c'est un très bon joueur de foot, très bon joueur de Ligue 1, mais est-ce que pour jouer vraiment ces 3 premières places, ça suffit? Là, j'ai un doute, donc... Je fais juste la petite transition sur la deuxième belle surprise de cette demi-saison. On se disait la même chose de Melvin Bard. Est-ce que Melvin Bard est le latéral gauche qu'il faut à l'OGC Nice pour jouer le haut de tableau?
Ben, Bard nous a montré que oui. Ah, là, t'es en train de dénaturer mon top. Ah, Mais mais surtout- pardon, mais c'est juste parce que pour moi, Mais c'est surtout- Bard et mais c'est un Guessant, peu les tes deux points top rendus. surprises. Je trouve que Bard, il le montre dans la continuité. Et je trouve qu'Evan Guessant, il lui manque ça encore. Parfois, après l'OM, moi, j'aurais aimé qu'il enchaîne, justement, et qu'il marque. Et je pensais d'ailleurs que ça allait être un petit peu le déclic mental qui allait suffire. Mais force est de constater qu'il a déçu ensuite. Première titularisation à domicile. Donc, est-ce que c'était pas aussi Francesco Farioli qui était un peu frileux avec Evan à domicile? Il touche la barre hein, dans cette rencontre, Evan Guessant, en fin de match. Poteau et Bard. Poteau et barre. Ouais, 2 fois. ouais. Il doit la mettre là. Oui, ça fait Sur la partie. deuxième, la Oui, première, bon, oui, il est oui. dans un angle fermé. La Oui, deuxième occasion, Non, il face doit, au gardien. il doit marquer, mais doit encore une marquer. fois, quand ça arrive à la 90e plus, est-ce qu'il a la lucidité après Certes, tout ce mais qu'il a s'il fait avait avant? 0-0, 1-0. Ah, mais évidemment, mais ça lui arrive déjà à Nantes. À Voilà. Nantes, il a aussi une belle situation qu'il ne met pas. Il y en a d'autres. À Lorient, il en avait fallu plusieurs pour qu'il marque à la fin. Mais je le trouve hyper généreux, comme les autres. Ça, ils ont tous les mêmes qualités devant. C'est la générosité, les courses et tout. Mais lui, en plus, il est vraiment solide avec le ballon. Ouais. Bon, en tous les cas, Evan Guessant, qui devrait être l'attaquant titulaire de l'OGC Nice pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Je dis bien devrait, parce qu'on a eu une petite surprise, et Florent Ghisolfi, également directeur sportif de l'OGC Nice, a eu cette surprise-là, puisque dans les 50 donnés par la Côte d'Ivoire, eh bien, pour la Coupe d'Afrique des Nations, figure le nom d'Evan Guessant. Will. Il est présélectionné. Oui, franco-ivoirien, et il est pas mauvais. Donc, non, c'est une forcément, récompense, la Côte d'Ivoire y pense. Je pense Bah, que ça sera... il est loin. Voilà. Il est loin. Enfin, il pas, est loin. Pas si loin, parce qu'il est dans les Ouais. 50. Il Ouais. n'est pas si loin. C'est pas le 50e attaquant. Ça sera un coup dur. Mais ça Nice. serait un énorme coup dur pour Nice. Parce oui. qu'en plus, même s'il était pris, ce serait pas en tant que titulaire. Non. Donc, voir un joueur partir à la CAN pour faire du banc et jouer le match des coiffeurs, la troisième match de poule ou quoi, ça serait pénible. Ouais, parce que là, tu te déplumes complètement. Là. Si t'as pas Mofi, t'as pas Guessant, Ah oui, t'as pas il Boga. te reste la board. Il te reste la board en pointe. Il faut changer de tactique là. Ouais. Il faut jouer en 4-5-1. Ouais, non, après, juste pour revenir sur Guessant qui croque un peu en fin de match, je pense que c'est lié aussi au rythme des matchs de Farioli. On le voit, Il donne beaucoup. tous devant, ils donnent beaucoup la board. Clairement. Il est critiqué aussi pour ce manque de réussite. Donc, Mais je pense que c'est le jeu de Farioli qui provoque ça. Même Mofi, c'est quand même un mec adroit. Et là, il sort du banc et il a peut-être un peu plus de fraîcheur. Tout de suite, il plante. Je sais pas, hein, c'est une piste. J'ai été surpris aussi un peu, oui, je sais pas si tu as remarqué ça. Lens, des fois, le laissait bien décrocher, jouer en pivot, il était quasiment seul à chaque fois pour jouer ces ballons-là. mais parce que c'est tout simplement pas sa meilleure qualité. C'est un joueur de profondeur. Non mais il le laissait venir en pivot, parce qu'ils oui, avaient mais confiance. parce qu'ils avaient plus Ouais. peur de le voir partir dans leur Ouais, dos en c'est fait. ça. Donc ils préféraient rester plus bas et courir pour rattraper que s'il le montait et qu'il faisait comme il avait fait à Paris ou dans d'autres situations, remise dans le trou et ciao, il le voyait plus. Donc ils ont été prudents sur ça. Et c'est pour ça que je trouve moi qu'à droite, ça lui ouvre plus de possibilités là-dedans. On le laisse un peu plus décrocher qu'en tant qu'axial, son défenseur central ne le lâchera pas. Sur le côté, il peut plus décrocher, il peut plus donner, il peut plus attaquer la profondeur. Moi, je trouve que ça lui va très bien, ce côté. Bon, je parlais de Guessant qui est venu décrocher, pas Mofi, mais t'as pas suivi. Ah, C'est j'ai pas grave. suivi. Mais c'est pas grave. Mais il est venu décrocher. Moi, je trouve qu'il a été souvent laissé seul, hein, Ah ouais à 2-3 reprises. Ouais, et puis il y a eu des duels avec Medina. Après, il en a eu aussi. ouais, C'était- il a c'est même pour ça lui que fait des fautes des C'est fois. assez irrégulier. Mais Après, bref, c'était une défense pardon, de Lens un petit excuse-moi, peu, c'est pas- tes remaniée. arguments valent aussi. La défense de Lens était quand même bien remaniée. Moi, Était j'aurais bien aimé- expérimental, Ouais, ouais. moi aussi. Grady et Danso qui étaient effectivement absents, avec Medina qui était descendu. Et Kouzanov. Ouais, Kouzanov qui Qui n'a pas beaucoup joué qui cette était là. année. Allez, on va faire le bilan de cette phase allée de l'OGC Nice version 2023-2024. Un bilan effectivement exceptionnel quand même quand on sait que tout était dans l'inconnu au départ de cette saison, y compris avec le coach, y compris avec le projet Ineos qui était tout nouveau. On va regarder tout de suite le classement de ces 17 premiers matchs et on va retrouver l'OGC Nice donc à la deuxième place derrière le Paris Saint-Germain. Alors ça c'est normal, devant l'AS Monaco, devant Brest, le surprenant 4e. On salue d'ailleurs Eric Roy avec plaisir et on salue son travail avec Brest. C'est formidable aussi ce que fait Eric Roy Carrément. avec Brest à cette 4e place. Et puis Lille et Marseille qui complètent sur les places européennes. Lens qui n'est pas loin, et Rennes qui remonte le bout de son nez dans le haut du tableau. Non, pas dans le haut du tableau, du coup, puisqu'ils sont 10e, c'est pas le haut du tableau. Le haut du tableau étant Non, c'est vrai. les 9 premières places dorénavant, Ouais. plus les 10 premières. Inespéré, Romain, cette deuxième place. Complètement. En début de saison, si tu avais dit ça, Nice deuxième
À la trêve, c'est incroyable. Et je me suis plongé à la 17e journée l'an passé. Nice était 11e avec 21 points. Donc, soi-disant, Ineos devait mettre moins d'argent. Enfin, le gap, il est colossal. Il y a un an, l'effectif de Nice, c'était Schmeichel, Barclay, Ramsey. Enfin, là, Joe Bryan. Ouais, Qui? Je me rappelle même plus de lui. Sorensen. Il n'a pas joué une minute, je crois. Enfin, Sorensen, 0. Ah. Le recrutement, il était affreux. Mais là, aujourd'hui, on se pose la question. On peut défricher un peu la rubrique d'après. Top flop, c'est compliqué de sortir un flop cette saison. Ça veut bien dire que le gym est performant. Ils ne se sont pas trompés sur le recrutement, ils ne se sont pas trompés sur les hommes qu'ils devaient garder. Donc oui, clairement, la deuxième place, elle est inespérée par rapport au début de saison. On va regarder quelques stats de cette première partie de saison. Du côté de l'OGC Nice avec donc 10 victoires, 5 nuls et seulement 2 défaites, 35 points, 21 points à domicile, 5 victoires d'affilée pour l'OGC Nice à domicile. Là, une série en cours, c'est plus arrivé depuis Lucien Favre. Depuis 2016, depuis le 17, effectivement, 11 clean sheets également sur 17 pour Marcin Bulka qui aura arrêté 2 pénaltys sur les 3 que le l'OGC Nice a concédé cette saison. Et puis voilà, peu de buts marqués, en tout cas peu de buts concédés dès l'entame du match. Il y a eu mené au score au Havre seulement et mené au score à Nantes. Les 2 matchs où l'OGC Nice a perdu cette saison. Ça veut dire peut-être aussi que quand l'OGC Nice est mené au score, mais ça on en parlera peut-être dans la deuxième partie de saison, ils ont un petit peu plus de mal à revenir, même si la vérité de ces 2 matchs n'est pas du tout la même. Ouais, n'est pas du tout la même. On a parlé finalement de l'effet de surprise de voir l'OGC Nice à la deuxième place. La question que l'on se pose maintenant, Will, c'est est-ce que ça peut durer? J'ai l'argument pour dire que ça peut durer et que ça va durer. C'est qu'au-delà d'avoir réussi le 2e meilleur bilan de cette phase aller, tu regardes la première partie de tableau, Nice a perdu contre aucun des membres de la première partie de tableau. Donc c'est que réellement, c'est une équipe qui arrive à opposer des forces au plus fort du championnat. Donc sur la longueur, ils peuvent tenir. Et je vais contrer ton argument avec toi, Léandra, parce que l'OGC Nice va devoir du coup se déplacer chez tous ses concurrents directs, mis à part le Paris Saint-Germain qui n'est pas un concurrent direct, et l'AS Monaco qui fait figure. Mais par contre, voilà, à l'extérieur, dans la deuxième partie de saison, tu vas aller à Brest, tu vas aller à Rennes, tu vas aller à Lens, tu vas aller à Marseille, tu vas aller... Voilà, ça va être aussi des déplacements assez chauds à gérer. À Lille. À Lille aussi, effectivement. Des déplacements chauds à gérer, mais je trouve que le groupe niçois a prouvé quand même qu'il avait des valeurs, qu'il avait vraiment du caractère pour affronter ce genre de match. Et puis, c'est aussi des matchs qui peuvent l'avantager, entre guillemets, dans le sens où les adversaires seront chez eux et devront pousser, ce qui va donner aussi de la liberté un petit peu à Nice, à Mofi peut-être, pour prendre les espaces. Et ce qui veut dire aussi que tu vas jouer à domicile, et c'est là qu'il faudra peut-être faire le plein, des équipes un petit peu plus peut-être à ta portée également, et c'est là que ça va se jouer aussi, Romain. C'est à domicile qu'on fait les meilleures performances, normalement. Oui, mais après, comme l'a dit Will, tu perds contre 2 équipes qui étaient à ta portée aussi, Nantes et Le Havre. Tu vas y jouer à domicile. Ouais, d'accord. Non, mais pour moi, la grosse interrogation, c'est la CAN. C'est ça qui peut être le coup de frein de l'OGC Nice. Sinon, l'effectif, on l'a vu, il a tenu une demi-saison, il est 2e, il est taillé pour jouer le podium. La CAN, ça va être un problème. On rappelle les joueurs concernés pour cette équipe de l'OGC Nice, mais comme pour toutes les équipes de Ligue 1, cette CAN qui arrive comme ça au mois de janvier-février. Alors à Nice, tu auras Mofi, Boga, normalement, Boudaoui. Qui d'autre parmi les titulaires? C'est à peu près les 3, puisque Diop et Buonanni, on ne sait pas trop avec leurs blessures. Avec leurs blessures, et puis vu leur utilisation pauvre en sélection, je ne pense pas qu'ils en feront partie. Evan Guesson en a parlé. Ouais. Donc je pense que vraiment, tu auras ces 3 pertes-là, qui sont déjà des grosses pertes. Tu vas garder Youssouf, ça c'était la bonne nouvelle qu'on connaissait déjà. Il faudra essayer de ne pas boiter pendant la CAN. Mais il y a le mercato. Tu l'as, Sandra Boiter pendant la CAN. Très bien, joli. Mais il y a le mercato, on va en parler après. Est-ce que le l'OGC Nice va avoir la science, le pouvoir de pouvoir
pallier ces absences-là, c'est possible. Puis ça Et ne sera pas la seule équipe qui va Non, être embêtée. Hein. Monaco, Monaco, va être terrible, très touché, Marseille, aussi, compliqué. Marseille aussi. Ouais. ils ont même Paris aussi, parce qu'ils ont l'Asie aussi qui est Ouais, un la peu... Coupe d'Asie. Voilà, Ouais, ils ouais. perdent Kang In-lee, non, il y a tout le monde qui va être impacté, mais ouais, c'est celui qui sera le plus solide, et je pense que jusqu'à présent, l'OGC Nice a montré qu'il savait être solide malgré les absences. Et répondre présent comme hier soir face à Lens, effectivement, avec tous ces absents. On va écouter Francesco Farioli un petit peu sur le bilan de cette première partie de saison. Giuro che oggi non ho veramente guardato la partita perché non ho guardato la classifica perché sono stato fino Je adesso vous assure que j'ai pas regardé le classement à l'issue du match. J'étais occupé à féliciter les garçons. Nous, on se concentre sur notre parcours, on cherche à accumuler le plus de points possible. 35 points, c'est beaucoup, c'est mérité. Sur certains matchs, on a peut-être été plus chanceux, sur d'autres moins. Mais les garçons ont conquis ces 35 points sur le terrain avec travail, avec fatigue, avec un état d'esprit et avec de l'implication. Et maintenant, il va falloir savoir récupérer de l'énergie, recharger les batteries. À partir du 31, on aura peu de jours pour préparer un match compliqué en coupe et ensuite le match de Rennes. il 15. Voilà, match en coupe face à Auxerre le samedi soir, le premier match de l'année pour les Aiglons, 32e de finale de Coupe de France, et puis le déplacement à Rennes, avec ou sans Jean-Claire Todibo. C'est la question qu'on peut se poser. Après son carton rouge reçu au Havre, son carton rouge, on l'a dit, et tu l'as écrit, Will, complètement stupide. Je crois que même que tu as mis 0 dans le journal. Ouais. Il n'a pas dû être content que tu mettes 0 dans le journal. Je sais pas, après je pense qu'il s'en fiche un peu. C'est le dernier de ses soucis de la note de Nice Matin, mais c'est juste, il y a un raisonnement que j'avais également eu la première fois avec Mario Balotelli à Lorient. C'est comportement inadmissible, carton rouge stupide, qui abandonne l'équipe pour ce match et pour les suivants aussi. Donc c'est juste voilà, une cohérence avec le barème. Alors si la Ligue, si la commission de discipline est plutôt clémente, elle lui donnera 2 matchs. Donc il en aura purgé un face à Lens et le prochain face à la JOCR. Un match contre Lens qu'il n'aurait pas pu jouer de toute façon parce qu'il était blessé sur le coup de Grand Cyr. Et puis on est plutôt confiant, ce que j'ai cru comprendre du côté de l'OGC Nice sur ces matchs de suspension, parce que le rapport de l'arbitre ne serait pas trop à charge sur Jean-Claire Todibo. Ouais, ils sont confiants pour 2 matchs. Ils sont confiants autour de 2 matchs. 3, ça serait déjà un coup dur. 3, ça serait dur parce que c'est Rennes en plus, Eh le 3e match, donc ouais, ça serait vraiment compliqué. Ça serait Déjà pour la coupe, il va manquer. Ah, mais t'as Antoine Mendy maintenant qui peut jouer en défense centrale, donc c'est bon. Ouais. Tu peux, en coupe, tu peux jouer avec Et tu auras peut-être même une recrue. Ouf. Là, tu dévoiles des trucs de fou, toi. Non, je sais pas, on imagine. J'ai envie de passer au mercato tout de suite. Mais allez, avant de passer au mercato, on va juste écouter Sanson, le joueur de Niçois, le milieu de terrain de l'OGC Nice, Morgan Sanson, sur cette 2e place, cette place de dauphin des Aiglons. Tout en étant humble, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait entre le staff, les joueurs, entre nous les joueurs aussi, c'est important. Mais comme je l'ai dit, je suis arrivé dans un groupe super et avec des mecs vraiment au top. Donc qu'on en soit là aujourd'hui, bien sûr que c'est exceptionnel et tout ce qu'on peut dire. Mais au-delà de tout ça, j'en suis pas vraiment surpris. Dans le sens où la mayonnaise, elle a pris tout de suite en fait. Et on a compris qu'il y avait quelque chose de bien à faire cette saison. Maintenant, comme je l'ai dit et je le répète, c'est le match d'après qui va nous faire monter, qui va nous faire surtout rester là-haut. C'est des phrases bateau, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être 2e. C'est qu'on n'a jamais pensé à aller plus haut que ce qu'on peut faire. Et maintenant, on va bien se reposer. Voilà, se reposer pour les Aiglons pendant cette trêve hivernale. D'ailleurs, les hommes de Francesco Farioli reprendront le 31 décembre et non pas le 29, parce que Dante, il a négocié 2 jours de plus grâce à la Super victoire syndicaliste. face à Lens. Il est fort, ce Dante. Ah, il est trop fort. Ah, non, il faudrait qu'il vienne négocier aussi des trucs pour Gym Tonic. Ah, Hein, on pourrait venir. c'est une bonne idée, tiens, je vais en parler. Augmentation de salaire là, pour tout le monde. Bien sûr. La primette. Allez, les top flops de cette première partie de saison. On y va, c'est parti, Léandra. Pour ton top, d'abord. Marcin Bulka. Ouais. Facile. 11 Plat clean du pied, sheets, sécurité. 2 pénaltys arrêtés contre Monaco. Je pense que c'est aussi un match qui aurait pu faire basculer la saison de Nice de l'autre côté ou être moins flamboyant. Donc vraiment, je le trouve formidable. Je trouve qu'il a un esprit de guerrier. Je trouve qu'il en impose. Il est peut-être un peu moins bien là sur les 2-3 derniers matchs. C'est plus compliqué. Il a eu un peu de chance contre Lens. Mais je trouve que dans l'ensemble, vraiment, Nice a besoin d'un grand gardien. Enfin, chaque équipe a besoin d'un gardien qui fait gagner des points. Et lui, pour le coup, il fait le rôle à merveille. À toi, Romain, sur ton top. Le top, c'est Dante, 40 ans, inoxydable. Toujours aussi fort, si ce n'est plus.
C'est la meilleure défense du championnat. Nice, pour moi, c'est le principal artisan. Après, indissociable du duo qui forme avec Todibo, mais Dante a ce côté rassurant, traînant. Tu le vois toujours en réaction d'après-match, toujours à vouloir féliciter ses partenaires. Pour moi, dans un groupe... Ou leur demander de faire leur autocritique aussi. Ouais, non mais hyper important dans un groupe, au-delà du footballeur. Bon, Dante en défense centrale, on va pas aller très loin, Will, je crois, pour toi. On continue, on est dans le sens de la meilleure défense de la phase aller. Oui, indissociable Dante de Todibo, qui, voilà, les deux se complètent à merveille. Donc même si Jean-Claire, je lui ai mis 0 au dernier match, ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait de très 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 bien depuis le début de saison, et notamment cette sélection en équipe de France méritée. Il mérite même de continuer jusqu'à l'Euro, à condition de garder ce niveau de performance. Mais... Et son calme aussi. Et son calme, mais voilà, Todibo, c'est un joueur qui a peut-être des fois besoin de se brûler encore un peu pour retenir les leçons. Et là, j'ose penser que jusqu'à la fin de l'année, on n'aura plus rien à lui reprocher, si ce n'est le féliciter pour chacune de ses prestations. Eh ben moi, je vais terminer ce trio de top par un 4e joueur de la défense, c'est Melvin Barr pour moi, qui a été au top cette saison, véritable révélation, hein, parce que c'est vrai que l'année dernière, on l'a critiqué pas mal, Melvin Barr, et cette année, il enchaîne les performances, alors peut-être un peu moins costaud au Havre, mais tout le monde est passé au travers au Havre, mais complètement surpris et complètement enchanté par ce que réalise Melvin Barr sur son côté gauche, dans surtout son apport défensif, parce qu'il reste encore des choses à améliorer offensivement, même si on l'a vu hier face à Lens, participer un peu plus au jeu offensif. Il prend ses gens. Il prend des initiatives, récupère des ballons très hauts. On se posait la question top 5 des arrières gauche de Ligue 1, peut-être top 3. Bientôt top 3 des arrières gauche de Ligue 1, en tous les cas sur cette première partie. Il lui manque le dernier geste, je trouve encore. Il lui manque effectivement le dernier geste. Alors, allez, si on devait le faire ce top 3, il y en a un qui est blessé, c'est Caio Henrique. Bon, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Après, qui tu mets à gauche? Hernandez. Ouais, voilà. Et puis, il reste qui? Murillo, à Marseille? Non. Bof, hein? Non. Ouais. Pas Renan Lodi, en tout cas, c'est sûr. Voilà, donc t'es pas loin. C'est Thiago Santos à Lille, il est pas mal. C'est la recrue de l'été, là. Pas mal, Thiago Santos, du coup. Ouais, voilà, ça se joue là. Il y a match, effectivement. Avec ces joueurs-là, voilà pour les tops. On passe au flop. Léandre. Je suis désolée de le dire, mais Youssef Attal, parce qu'en fait, je suis hyper frustrée. Je trouve qu'il avait commencé la saison de manière remarquable. Il était épargné par les blessures. Finalement, il s'est puni tout seul. Je pense qu'il est le plus peiné de tous, mais c'est comme ça, c'est la situation. L'aventure se termine malheureusement pas comme on l'aurait souhaité. Verdict du procès Youssef Attal, j'en profite pour vous le dire, ça sera le 3 janvier. Les réquisitions du procureur, c'est 45 000 € d'amende, 10 mois de prison avec sursis et l'obligation de publier pendant 1 mois sur son compte Instagram le jugement. Mais ça, ce ne sont que des réquisitions. Donc le verdict, les juges le rendront le 3 janvier concernant Youssef Attal. Ton flop? Alors, c'est vraiment très difficile, Nice deuxième du championnat, de sortir un flop. Alors, je suis désolé, je ne vais pas sortir un joueur, je vais sortir le jeu. Parce que ce qui revient un peu en permanence depuis le début de saison, c'est qu'on s'emmerde sur bon nombre de matchs de l'OGC Nice. Alors, s'il y a quelque chose à ressortir, c'est la qualité du jeu, le faible nombre d'occasions. On peut citer en exergue le match à Montpellier, qui était d'un ennui terrible. Donc, s'il y a un flop, c'est la qualité. C'était pas le seul. Je pense que c'était le plus fort. Le jeu. Le jeu. La beauté du jeu. Plutôt. Voilà. Parce qu'il joue au football, l'OGC Nice. Parce que le football qu'il pratique, c'est déjà du jeu. Mais la qualité, ça la fait beauté. Pas lever les foules. Je te rejoins un petit peu là-dessus, c'est vrai. Moi, ce sera Jordan Lotomba. Ah ouais. Jordan Lotomba qui, depuis le début de saison, il a eu des pépins, mais déjà avant ces pépins musculaires à Monaco, il aurait pu faire basculer le match à lui tout seul avec les pénaltys. Et là, depuis qu'il enchaîne les matchs en l'absence de Youssef Attal, il est décevant. Hier, contre Lens, c'était un peu mieux, mais ce n'est pas le Lotomba qu'on avait vu sous Didier Digard, et ce n'est pas non plus les qualités de Youssef Attal. Donc, quand je vois Antoine Mendy hier en centrale, le boulot qu'il fait, peut-être que Antoine Mendy pourrait aussi faire le job en latéral droit. Sans oublier le jeune Louché
qui, Ouais. face au Havre, Que a le coach marqué aime beaucoup. son premier but en Ligue 1. Alors, tout le monde aurait pu le mettre sur ce plateau, ce but-là, mais il était présent au Ah bon non, endroit, faut y être, au ouais, bon bien sûr, moment. carrément. Hein, donc, il faut savoir la mettre aussi à un moment donné au fond des filets. Moi, c'est du dépit amoureux. Mon flop, ça va être Khéphren Thuram, parce que j'attends tellement de ce joueur. 0 passe décisive, 0 but marqué pour le moment cette saison pour Khéphren Thuram, dans un rôle qui est pas souvent facile. On lui demande de créer, d'être le créateur aussi de cette équipe. Et dans le jeu voulu par Francesco Farioli, c'est parfois un peu compliqué à assimiler. Mais c'est vrai qu'on attend un petit peu mieux de la part de Khéphren Thuram, qui a été appelé en sélection à la fin de saison dernière, qui est retourné sans jouer lors des 2 matchs, les 2 derniers rassemblements de l'équipe de France, que l'on verra peut-être sous les couleurs de l'équipe de France olympique cet été. Mais voilà, Khéphren Thuram, il faut que dans cette deuxième partie de saison, ça soit un peu le facteur X de l'OGC Nice, qui plante quelques buts, quelques passes D. Et à tous les coups, l'OGC Nice sera sur le podium s'ils y arrivent. Nice est deuxième sans aucun but ni passe de Khéphren Thuram. Donc, il y a une marge là-dessus. Prendre le relais. Bon, vous avez remarqué, beaucoup de nos tops sont défenseurs. Et beaucoup des flops. Et les flops concernent un peu le milieu, la création, le jeu. C'est ce qui manque évidemment dans cette équipe de l'OGC Nice. Marquer un petit peu plus de buts. Même s'il y a énormément de générosité quand même, et ça, on ne peut pas leur enlever à tous. Et c'est pour ça mais aussi. on est là pour chercher la petite tête, nous, pour aller dans... Voilà, parce qu'on est évidemment tous très heureux de cette deuxième place de l'OGC Nice, tout comme les supporters du gym le sont certainement, vous qui nous regardez. Il y a un indiscret cette semaine, je crois bien. Allez, on y va, c'est parti. Mon Willow, ton indiscret. Ouais, il est un peu facile. Rencontré aujourd'hui, j'ai eu un entretien avec Florent Ghisolfi. Qu'on lira dans le journal quand dès ce vendredi. Ouais, donc demain, dès ce vendredi. Ah, jeudi, vendredi. Voilà, dès ce vendredi. Donc un petit entretien où il évoque donc sa satisfaction évidemment sur la saison, mais aussi le mercato. Et il n'y a pas d'infos de folie, il n'y a pas de scoop, il n'y a pas de nom. Par contre, il y a une volonté, il y a des volontés. La première, c'est de conserver les joueurs cadres, une forte volonté là-dessus. Après, le football, on ne sait pas de quoi est fait à chaque fois les offres et les montants. Mais aujourd'hui, la volonté du club, c'est celle-là, c'est garder cette ossature et renforcer avec 1 et probablement plus 2 joueurs. Tu nous avais dit 3 il y a quelques jours. Ouais, parce que je pense que 2, c'est vraiment l'objectif. Ouais. Et 3, c'est le ce serait le jackpot. Mais il faut être prudent avec Ineos, les moyens et ce que pourra faire Florent Ghisolfi. Du prêt, du transfert, pas vraiment d'infos là-dessus, mais une volonté de renforcer l'équipe. Alors un offensif, un défensif au minimum. Ouais. Pour toi, Romain, sur quel secteur la priorité pour recruter du côté de l'OGC Nice? Ça va être notre thème mercato d'hiver là. L'arrière droit, si Attal peut plus rejouer, Lotomba, effectivement, il ne donne pas tous les signes, toutes les garanties depuis le début de saison, donc peut-être un arrière droit. Devant, si on prend en considération la CAN et que tu peux perdre tes 2 meilleures armes offensives avec Boga et Mofi. Mais bon, ça, c'est valable juste pour 1 mois. Donc, je sais pas. Jean-Pierre River, qui hier, sur le micro de nos confrères de Canal+, disait que c'était un mercato d'ajustement, qu'il y avait 1 ou 2 recrues potentielles seulement. Alors, je sais pas, est-ce que c'est vraiment des titulaires qui vont aller chercher, ou alors c'est le joueur qui peut dépanner 1 mois. Ils ne vont pas aller chercher Bassem Srarfi et Mounir Obadi. Voilà. pour rien me cacher, c'est exactement ce que j'ai dit à Florent Ghisolfi. Je lui ai dit que l'OGC Nice a pris l'habitude de... Ou Bilal Brahimi d'ailleurs. Justement à la trêve, quand ils sont bien positionnés, de faire Bassem Srarfi, Mounir Obadi, Bilal Brahimi. Donc jusqu'à présent, les mercatos d'hiver, quand Nice est sur le podium, c'est pas très glorieux, mais en même temps, je rappelle aussi que l'année dernière, avec pas une enveloppe de fou, mais Florent Ghisolfi a réussi à faire Terem Mofi et Youssouf Ndaï Chimillé. Une enveloppe de fou, 30 millions Mofi. Quand même. Mais c'était pas une enveloppe de folie non plus. Donne-moi-les, moi je suis C'est le plus gros transfert de l'histoire du club. C'était des investissements intelligents quand on voit ce qu'ils ont apporté de l'histoire du club. Ouais, mais
Ouais, Ouais. mais ça a été bien mis. ouais. Non, si tu veux, on reparle De de Casper Dolberg, 20 millions. C'est pas 30. De C'est bien investi, mais c'est une grosse enveloppe. 12. Mais on- Miziane Maolida à 15. Mais a on peut s'attendre à une enveloppe, la même que l'hiver dernier ou... C'est silence radio. Inès veut être prudent. Ah. Voilà, elle veut pas Ouais. susciter Mm. de trop plein d'envie D'accord. chez ses supporters. Mais Bon, bah, ils doivent être le contents, message, là, c'est on. c'est inespéré pour Ineos, le deuxième. Ils vont peut-être mettre l'OGC Nice Inespéré. dans la prochaine Super League là, qui va se créer. Là. Non, merci. On en reparlera de cette Super League, évidemment. Et on a critiqué Maudny Roubadi, c'est pas bien, parce qu'il avait reçu le trophée de D'Azurien ce de l'année. matin de sportif de la saison. Vous voyez, Ouais, En- de l'année. ne renions pas ce que l'on a adoré. Sous les couleurs de l'AS Monaco. Et c'était Il avait notre été grand excellent. ami Fabien Pigalle qui avait remis Il avait mis le quand même trophée. James Rodriguez sur le banc à cette époque-là. Avec Incroyable. Claude Ranieri. Incroyable. Claudio Ranieri. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur le mercato d'hiver. On n'hésitera pas à vous donner des noms dès qu'ils sortiront. Tiens, d'ailleurs, des choses qui sont sorties sur les internet, tout ça, concernant Todibo, la Tottenham, la D7 hiver. On oublie. Saucisse. Non, pas saucisse. Non, Tottenham fait partie. Clairement, les 4, Tottenham, Newcastle, Liverpool, Manchester United, sont là. Après, c'est une histoire d'ambition, projet sportif, et sûrement, pas à 100%, mais sûrement à la fin de saison. Bon, sûrement à la fin de saison pour un départ de... Et pas à 40 millions. Et pas à 40 millions, oui, sa cote va forcément augmenter pour le défenseur central de Nice et aussi dorénavant de l'équipe de France, même si sa place à l'Euro n'est bien sûr pas encore assurée. Allez, pour être tout à fait complet concernant l'actualité de l'OGC Nice, eh bien, on va revenir bien sûr sur l'épilogue de l'affaire Galtier avec le délibéré, le verdict qui est tombé ce jeudi après-midi à 13h30 du côté du palais de justice de Nice. Vous le savez, Christophe Galtier était jugé pour discrimination et harcèlement moral lors de son passage en tant qu'entraîneur de l'OGC Nice. Le procès avait lieu la semaine dernière et donc Christophe Galtier a été relaxé par le président du tribunal et par les juges, car il n'y avait pas de faits caractérisés concernant Christophe Galtier. C'est la justification, en tous les cas, du président du tribunal. C'est quand même une affaire, Romain, qui aura pollué l'OGC Nice pendant 3 saisons, cette affaire Galtier. Pendant qu'il était là, la saison dernière et cette saison encore un petit peu aussi. Ouais, mais c'est vrai que je me suis posé la question de l'expulsion de Todibo. Si ça ne l'avait pas perturbé quand même, le procès Galtier, son nom cité. C'était au lendemain. C'est ça. Est-ce que ça n'a pas eu encore un impact là dans la vie de groupe Possible. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, clairement, ça a pollué peut-être pas 3 saisons, mais de l'avant-finale contre Nantes jusqu'à au moins le début de saison de cette année. Ça fait 3 saisons, mon ami. Oui. Si tu regardes bien. Oui, sur 3 sur 3 saisons. Ça a commencé en 2022. Ouais, c'est ça. Non, mais clairement, c'est un procès à rallonge. Et c'est ce que c'est véritablement fini avec cette relaxe. Il y a toujours une traînée de poudre dans ce genre d'affaires. Bon, pour avoir assisté au débat, puisque j'y étais évidemment, et j'ai couvert ça, c'est pas surprenant, on va dire ça comme ça. Cette relaxe, c'était beaucoup de paroles contre paroles dans cette histoire-là. T'avais besoin d'assister au débat pour savoir ça? Non, mais toujours. Tu sais, attends, ça a été très bien fait. Non. Tu sais pourquoi ça a été très bien fait? Parce que le président du tribunal, il a lu les 78 procès-verbaux de cette affaire. Ils sont riches, 78. Ça a commencé à 9h30 le matin, ça a fini à 22h30 et ils sont riches, les procès-verbaux. Toute la journée, ils ont parlé de ça, donc effectivement... Depuis le début, on le savait, que cette non, histoire... c'est pas juge, oui, je suis désolé. Non, mais on le savait, parce que les plaignants, au final, n'ont pas parlé. Alors déjà, il n'y avait personne de l'OGC Nice ou des victimes. Déjà dans les auditions, il n'y a rien. Il y a Ah oui. 3 phrases dans les auditions déjà, parce que les acteurs, en fait, ce procès n'a jamais été voulu par personne. Même ceux qui détestent aujourd'hui Christophe Galtier n'ont jamais souhaité ce procès. Ce procès, il est arrivé à cause de ce mail envoyé. Par qui non, mais ça, c'est... parce que moi, le président du tribunal, je l'ai entendu dire que il le a brouillon de cité ce un nom. mail, voilà, le Ouais. brouillon de ce mail, seul Julien Fournier et Messa Ndiaye, agent de footballeur, étaient en possession du brouillon de ce mail. Parce que c'est le brouillon qui a été envoyé aux journalistes Romain Molina et Daniel Riolo, et non pas le mail final. Et donc, seulement 2 personnes l'avaient. Julien Fournier dit que c'est pas moi, et Julien Fournier dit aussi également que Messa Ndiaye, l'agent de joueur, lui a dit que ce n'était pas lui qui l'avait envoyé. Donc,
il a été envoyé comme ça par le Saint-Esprit. Ok, mais c'est juste la seule faute qu'on aurait pu chercher et trouver, c'était ça. C'était qui avait envoyé ce mail. Parce que sinon, depuis le début, c'était sûr que ce procès allait faire un pchit. C'était plus médiatique qu'autre chose. Et il n'y avait, je répète, aucune volonté au final en face d'arriver à ce procès. La preuve, il n'y avait personne au tribunal. Parce qu'au final, Ni Julien Fournier, personne. Ni Ineos, ni l'OGC Nice, personne. Et au final, parce que cette image-là, elle était nuisible pour tout le monde. Autant pour Christophe Galtier que pour l'OGC Nice. Et ça le prouve. Et pour répondre à Romain, évidemment que ce procès, à la veille d'un autre match, a encore eu des éclaboussures dans le vestiaire. Évidemment que le jour du procès, les joueurs étaient en train de regarder les lives des différents sites d'information. Évidemment. J'espère. Évidemment. Parce que tout ce qu'ils n'ont pas dit, il y a des choses aussi qu'ils ont quand même en eux, et donc qui font réagir quand ça revient sur le débat sur la scène. Mais ça n'empêche qu'ils ne diront jamais rien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. On va écouter quand même un des avocats de Christophe Galtier, maître Olivier Martin, qui réagissait donc tout à l'heure à la relaxe de son client, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. Je crois que cette décision de relaxe suscite immédiatement 3 réactions. La première, c'est une réaction de soulagement, parce que depuis maintenant de longs mois, les accusations odieuses dont Christophe Galtier avait été victime avaient causé des dégâts importants dans sa vie d'homme et dans sa carrière professionnelle. On vivait une situation d'angoisse et cette décision, on veut la voir aujourd'hui à la fois comme une relaxe, mais aussi comme une réhabilitation totale et que le calme revienne pour Christophe, ses proches et sa famille. Première observation. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que cette décision est aussi une satisfaction pour la défense, parce que je pense qu'avec mon confrère Sébastien Chapira, on a pu dans un premier temps déconstruire les infractions qui avaient été injustement poursuivies par le parquet, à savoir la discrimination et le harcèlement, mais également et surtout parce que je pense que nous avons pu démontrer la manipulation qui avait été opérée et l'instrumentalisation qui avait été faite de certaines situations ou de certains propos avec le but avoué de nuire à l'homme et de nuire à la réputation professionnelle de l'entraîneur qu'est Christophe Galtier. La troisième observation, c'est que cette décision est un rappel à l'ordre salvateur. La justice se rend dans les prétoires, dans le cadre d'un débat contradictoire, avec des magistrats. Elle ne se rend pas dans des talk-shows de fin de soirée ou sur YouTube par de pseudo-journalistes incompétents. Voilà donc, les pseudo-journalistes incompétents. J'espère que c'est parle de nous, je pense pas. Non, parce qu'on n'a pas déformé la réalité. Pas nous. Je pense pas, non. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que cette affaire Galtier, elle n'est pas tout à fait terminée. Parce que Christophe Galtier a quand même déposé 3 plaintes qui sont toujours actives pour dénonciation calomnieuse en particulier, à l'encontre de 3 personnes ciblées. Julien Fournier, l'ancien directeur général de l'OGC Nice, Romain Molina, journaliste sur les réseaux sociaux, et Daniel Riolo, notre confrère d'RMC. Et là, pour le moment, ces 3 plaintes, m'ont confirmé les avocats tout à l'heure, sont toujours actives. On verra ce que ça peut donner. Donc, peut-être pas terminé cette histoire d'affaire Galtier. Rappelons que l'ancien entraîneur des Aiglons entraîne dorénavant au Qatar. Voilà, donc on espère un petit peu maintenant laisser passer tout ça, cette actualité judiciaire, même s'il y aura le délibéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, du procès Attal le 3 janvier 2024. Mon cher Romain, un peu plus joyeux, un peu plus glorieux, plus léger. C'est l'heure du souviens-toi. C'est parti. Alors, on a beaucoup parlé, Romain, de cette saison 2002-2003 sur le plateau de Giptonic, parce qu'on a reçu beaucoup d'anciens, des choses comme ça. Patrick Barul qui était là aussi la semaine dernière. Enfin, on a reçu beaucoup. Mais c'est vrai que l'OGC Nice de cette année-là était 2e au classement à la trêve. C'est ça. Et c'est la dernière fois que ça s'est produit, parce qu'en 2016-2017, le gym était champion d'automne. Et ouais. Malheureusement, ils n'avaient pas tenu la cadence. C'était Monaco. C'est très niçois, ça. C'était Monaco d'Mbappé, la première saison où Mbappé Mbappé Falcao, tu peux pas rivaliser. Voilà. Donc 2002-2003, c'est la dernière fois que Nice est 2e à la trêve. Et c'est marrant de comparer les deux situations parce que c'est des moyens totalement différents entre Ineos et ses millions.
Et cette équipe faite de briquet de broc, on va dire, en 2002-2003, alors on va recontextualiser un petit peu, l'équipe n'était pas programmée selon les différents interlocuteurs pour monter en première division. Ils montent en terminant 3e du championnat. Et l'intersaison, elle est terrible. Elle est agitée parce qu'il manque de l'argent dans les caisses, les dirigeants sont partis, ils sont rétrogradés administrativement. Malgré tout ça, il y a un sauvetage qui est in extremis avec Gilbert Stellardo, Maurice Cohen qui est nommé président. Louis Baccaloni, Jean Bessy également, s'il faut tous les citer. Et Marcel Governatori. Exactement. Voilà. Donc on les a là en photo. Ouais, et donc on les voit à l'image. Ils sont sauvés in extremis. Le recrutement se fait à la dernière minute. C'était Sandro Salvioni qui avait fait monter Nice en première division. Mais finalement, c'est Gernot Rohr qui est choisi parce qu'il est le plus expérimenté pour coacher l'équipe. Et il a des petites trouvailles comme Everson que personne connaît, qu'il arrive. Et puis Yoann Bigné, tiens, on reconnaît là sur voilà, la photo. et c'est ça. Et au dernier moment, ils font signer 6 joueurs en prêt, dont Yoann Bigné, qui est prêté par Rennes, mais surtout Kaba Diawara par le PSG, Damien Gregorini par l'OM, Olufadé par Lille et Poussin Mélin qui revient, et Patrick Barul par Lens. Prêté par Lens, ouais. Voilà. Et donc Kaba Diawara, c'est un peu la star de cet OGC Nice. Là. Quel joueur. Il vient du PSG. Top. Adorable en plus. Le premier match débute par un match à domicile contre Le Havre, défaite 2-1. Donc très bon documentaire, La Renaissance, fait par Yannick Faro sur les 20 ans et son équipe sur les 20 ans de cette saison-là. Ouais. Et Philippe Camps qui intervient dedans, il dit on s'attend à une saison difficile et finalement le gym sera le tube de l'été. Ils sont invaincus pendant 7 matchs. Ils sont même leaders pendant un moment. Et malheureusement, à la dernière journée, ils prennent un carton 4-0 à Bordeaux. Gernot Rohr est expulsé. Pendant ce temps-là, Marseille gagne à Sedan. C'était rare de Gernot Rohr expulsé à Bordeaux. Ça arrivait souvent. Et ce match-là, c'est Grégorini qui va contre son camp. Quand il était joueur, hein. Gernot Rohr expulsé à Bordeaux, ça peut arriver. Et donc, Marseille passe devant in extremis. Et pas champion d'automne. Et Nice n'est pas champion d'automne, mais demi-saison exceptionnelle qui se terminera un peu plus difficilement parce que c'est 10e. À 13 points de Lyon qui gagnera. Je reprends une déclat de Kaba Diawara, dit on n'avait pas fait de prépa. Donc au mois de mars, on était cuit, ce qui expliquait ce fléchissement. Mais bon. Un peu comme nous, Will. Hein. On n'a pas fait de prépa, fait attention au mois de mars. C'est pas le même effectif aujourd'hui. C'était inespéré d'être deuxième en 2002-2003. Là, on l'a dit, ça l'est quand même un petit peu en début de saison. Mais vu l'effectif... Oui. Le gym est plus programmé pour jouer la Coupe d'Europe. Il est programmé pour aussi se casser la figure. Mais il n'a pas Sami Traoré pour jouer avant-centre. La légende nous l'aurait dit. Dans les dernières minutes. Ça, parce qu'en 76 aussi, il semblerait que l'OGC Nice se soit écroulé derrière. Tu prends souvent froid l'hiver à Nice. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bon, en tous les cas, on espère que ça va durer pour l'OGC Nice cette saison, qui ne suivront pas leurs glorieux aînés, parce que c'est quand même des glorieux aînés, faire ce qu'ils ont fait à cette époque-là. Oui, mais c'était pas les mêmes ambitions. C'était pas les mêmes ambitions. C'était surtout pas les mêmes moyens. Il n'y avait pas les mêmes moyens, c'est vrai. Bon, en tous les cas, ça me permet de lancer un salut très amical à Laurent Gagné, qui faisait partie également de cette équipe qui était remontée en Ligue 1, qui a été l'un des invités du plateau de Gym Tonic et qui, avec beaucoup de courage, se bat contre la maladie, lui et ses proches. Ses proches étaient au stade hier, il a été honoré et on pense très très fort à Lolo, on l'embrasse bien fort. Et il reviendra nous voir. Voilà, on souhaite le revoir très rapidement sur ce plateau. Messieurs, dames, bonne fête! Bonne chose de faire. N'abusez pas trop de la dinde, hein, et des marrons non plus, parce que quand même, je vais vous revoir en pleine forme, moi, pour le début d'année 2024. Mais plutôt manger liquide. Ouais, on a une grosse deuxième partie de saison qui nous attend du côté de l'OGC Nice et évidemment du côté de Gym Tonic. On sera là pour vous faire vivre tout ça avec beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt. On vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de Noël, un bon réveillon. Merci à Sophie Doncé, à Philippe Bertignac, à Wargar, à qui aussi on souhaite de très bonnes fêtes. Toute la rédaction de Nice Matin se joint à moi donc pour vous dire joyeux Noël, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. On se retrouvera après le match de Coupe de France, pas avant. On a besoin de vacances, nous aussi. Allez, à l'année prochaine. Bye bye.